et on y va. Alors, toc, je partage mon écran et on est parti. Alors, on va commencer déjà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit résumé de ce qu'on a fait sur la lumière, les longueurs d'onde, etc. On va masquer ça. Faire un petit résumé. Ok. Alors, bon, de toute façon, il suffisait qu'il y en ait un qui me dise oui pour que je le fasse, donc je le fais. Ici, en fait, une onde électromagnétique, en fait, des ondes, il en existe deux sortes. Il existe deux grandes sortes d'ondes. Il existe les ondes électromagnétiques et il existe les ondes mécaniques. Donc, bon, ça, on l'a déjà vu un petit peu. Les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Magnétiques. Dans les ondes mécaniques, il y a les vagues, le son, les ressorts. Et en fait, leur particularité, ces ondes, c'est qu'elles ont un milieu matériel. Donc, il y a un déplacement, enfin, elles ont besoin, pas marqué, elles ont besoin de matière, si vous voulez, pour se déplacer. Par exemple, une vague, c'est l'eau qui va se déplacer, le son, c'est l'air qui va se déplacer, le ressort, c'est les morceaux de métal qui vont se déplacer, etc. C'est la première grande famille. Et l'autre famille d'ondes, c'est les ondes électromagnétiques. Et dans les ondes électromagnétiques, en fait, tout simplement, première de leur particularité, c'est qu'elles se déplacent toutes dans le vide. Même dans le vide, il n'y a pas besoin de milieu matériel. Deuxième chose qui est importante sur ces ondes, elles se déplacent toutes à la même vitesse. Elles vont toutes à la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde dans le vide. D'accord? Il faut bien préciser dans le vide, parce qu'on a vu que ce n'était pas pareil tout le temps. Et la lumière, c'est une de ces ondes électromagnétiques. Mais bon, vous le savez tous que entre la 4G de votre téléphone ou la lumière que vous voyez ou l'infrarouge de votre télécommande ou l'onde radio que vous écoutez ou la TNT par exemple pour regarder la télé, c'est pas la même chose. Et en fait, ce qui va différencier ces différentes ondes, en fait, c'est tout simplement la distance entre deux vagues, ce qu'on appelle la longueur d'onde. D'accord? Donc en gros, quand je dis deux vagues, c'est deux maxima de l'onde électromagnétique. Nous, en fait, notre œil, il est capable de voir qu'une certaine quantité de ce rayonnement. Il est capable de voir un rayonnement compris entre 400 et 700-800. On dit 800 des fois, mais bon, 7 et 800. D'accord? Le reste, on ne le voit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et dans les rayons, en fait, tous les rayons qui sont en dessous du bleu, donc on ne voit pas, mais qui existent quand même. Le plus connu, il y a les UV, par exemple. Les UV, c'est ce qui nous fait bronzer en été. Il y a les rayons X qui nous permettent de faire des radios. Et il y a par exemple les rayons gamma. Ça, c'est des rayons qui sont dangereux, puisque c'est des rayons du type nucléaire, liés à des réactions nucléaires. Dans l'autre sens, de l'autre côté, il y a des ondes qu'on ne peut pas voir non plus, parce que notre capteur, notre œil n'est pas capable de les voir. Et parmi celles-ci, vous avez l'infrarouge, les ondes radio, la 4G, la 5G, le Bluetooth, le Wi-Fi. Tout ça, c'est des ondes électromagnétiques qui ont une longueur d'onde plus grande que le rouge. Donc notre œil n'est pas capable de les voir. Ça va ça? Est-ce que c'est un peu plus clair? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions plutôt? N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions. Si vous avez des questions, prenez la parole, n'hésitez pas à parler. Normalement, vous avez le droit, je vérifie, mais normalement, vous avez les droits. Vous avez le droit. Ok, donc il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Ah, Héloïse qui arrive. Ok. Bonjour. Donc, comme on disait, j'ai fait un petit résumé pour ceux qui arrivent sur ce qu'on a déjà vu sur les ondes électromagnétiques. J'avais dit que notre œil n'est capable de voir qu'une certaine gamme de longueur d'onde. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de longueur d'onde? On pourrait parler en fréquence aussi, puisqu'en fait, il y a un lien. En gros, si je vous demande de décrire une vague, vous avez deux possibilités. Si vous savez que les vagues, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la vague, elle soit très proche, qu'il y ait une grande distance ou une petite distance entre les vagues, elles se déplacent toutes à la même vitesse. Ça s'appelle la vitesse de la lumière. T. D'accord? Si vous voulez décrire à quelqu'un cette onde,
vous pouvez pas lui dire, bah, elle se déplace à la vitesse de la lumière. Ça nous renseigne pas sur quel type d'onde c'est. On sait juste que c'est une onde électromagnétique, mais on sait pas est-ce que c'est de l'infrarouge, de l'UV, parce qu'elle se déplace toute à la vitesse de la lumière. Donc la première possibilité pour décrire cette onde, si vous voulez la décrire à quelqu'un, c'est de dire, ah bah écoute, toutes les secondes, il y a tant de vagues. Une première possibilité. Et ben c'est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de vagues, nombre de maxima par seconde. Alors désolé, ça déconne. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, elle, c'est de dire, bah en fait, je vais faire une pause, un arrêt sur image, et je vais mesurer la distance entre deux vagues. C'est la deuxième possibilité pour décrire des vagues. Mais il y a un lien entre les deux, et le lien entre les deux, c'est que la longueur d'onde lambda, c'est la vitesse de l'onde divisée par la fréquence. D'accord? Alors ça, c'est pas à retenir cette année, mais vous le verrez l'année prochaine. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que si on vous donne la fréquence ou qu'on vous donne la longueur d'onde, en fait, dans les deux cas, ça nous renseigne sur la même chose. Il y a un rapport de proportionnalité entre les deux. Et finalement, des fois, vous verrez dans les graphiques, au lieu de vous donner en nanomètres la longueur d'onde, on va vous donner la fréquence en hertz. Mais ça revient à la même chose. Sauf que la fréquence en hertz, c'est des chiffres très grands et c'est difficile à retenir. 100, 700, ça retient assez facilement. Comme pour le son, on avait dit qu'on était capable d'entendre entre 20 et 20 000. Je peux très bien vous donner la longueur d'onde du son, par exemple, en centimètres. Mais c'est plus facile de retenir 20 et 20 000 pour le son. Et pour la lumière, c'est pareil, c'est plus facile de retenir 400 et 700. Ouais. Le lien de quoi? Ah, le lien pour la visio? Ouais, oui, d'accord. De toute façon, juste après la visio, là, je vous renvoie le cours en version complète, donc sans les trous, et avec le lien. Comme ça, on fera ça bien. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en cours. Et maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Alors, dans le cours, on avait expliqué que je vous avais fait une superbe démonstration au tableau d'un arc-en-ciel. Et en fait, on avait expliqué que tout simplement, la lumière blanche, c'est un mélange de toutes les couleurs. Donc dans la lumière blanche, vous avez des rayons de 400 nanomètres, donc plutôt du bleu. Et vous avez des rayons qui vont jusqu'à 700 nanomètres, donc dans le rouge. Donc vous avez toutes les couleurs possibles mélangées. C'est pour ça qu'on voit du blanc. Sauf que quand ce blanc, il va arriver, par exemple, dans du vert, ici, le vert, il a un indice d'environ 1,4. Ça veut dire que la lumière, elle va moins vite dans le vert. Mais en réalité, ce qu'on vous a pas dit jusqu'à maintenant, c'est que l'indice du vert, par exemple, il peut très bien être de 1,41 pour le bleu, par exemple, et 1,40, je sais pas, 40 pour le rouge. D'accord? En fait, l'indice, il va un tout petit peu varier entre le bleu et le rouge. Ce qui fait que la déviation ne va pas être la même, puisque d'après la loi de Descartes, on a dit que NR, dans mon cas là, ça fait NR fois le sinus de l'angle entrant, qu'on va appeler I1, c'est l'indice du vert fois le sinus de l'angle I2. Du coup, si le truc là varie, forcément ce truc là va varier aussi. Donc du coup, en fait, la déviation ne va pas être la même. En gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que en fonction de la couleur, la lumière, elle va être plus ou moins déviée. Et comme les couleurs ne sont pas déviées de la même façon qu'elles soient rouges ou bleues ou vertes, on se retrouve avec en fait un arc-en-ciel en sortie. Parce que comme le rouge est moins dévié, bah, il va sortir un peu au-dessus, etc., etc. Chaque couleur va sortir un petit peu décalée par rapport aux autres. Et donc à la fin, on aura un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel que vous voyez, vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, en fait, c'est la même chose. L'arc-en-ciel qu'on voit dans la vie de tous les jours, bah, tout simplement, en fait, vous avez votre soleil qui est dans votre dos. Tac. Alors, je vais faire un bonhomme. Attention. Ah, ça déconne. Hop, le bonhomme. Voilà. Le bonhomme. Et en fait, vu qu'il pleut devant vous, en fait, pour voir un arc-en-ciel, il faut qu'il pleuve devant vous. Alors, je vois pas mon curseur. Il est où mon curseur? Il est parti. Il est où? Bon, pas. Alors, oui, il est là. Donc, s'il pleut, en fait, vous avez des gouttelettes d'eau. En fait, je vais faire un zoom. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que la lumière du soleil, elle va venir ici. Alors, je vais faire un zoom en plus gros, parce que du coup, là, on va pas voir grand-chose. Tac. En fait, non, la gouttelette d'eau. Est-ce que je peux faire un rond avec le machin là? Non, je peux pas. Attendez, j'essaie de faire un rond. Pas faire un rond? Non, je veux pas.
Ouais, c'est pareil, ça revient un peu à la même chose. Alors, en fait, ce qui va se passer dans le... C'est chiant, je vois pas ce que je fais. Oula, je suis là. En fait, dans votre gouttelette d'eau, alors je zoome sur la gouttelette d'eau en gros, hein. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous allez passer de l'air à l'eau. Donc ici, on va avoir une première réfraction. Donc ici, la lumière, elle va être déviée. Alors le rouge va être plus dévié que le bleu, d'accord? Ici, ça va rebondir au fond de la gouttelette et on va avoir une deuxième réfraction. Donc la lumière, elle va faire comme ça, en fait. Et comme elle subit deux réfractions, une ici et une ici, elle va être doublement écartée, et donc le rouge va être doublement moins dévié que le bleu. Ce qui fait qu'on va obtenir un arc-en-ciel. Donc si vous voulez voir un arc-en-ciel, chez vous, c'est pas bien compliqué, il faut toujours avoir le soleil dans le dos et l'eau devant vous. Donc en été, par exemple, bah, vous prenez un jet d'eau, vous le balancez devant vous avec le soleil dans le dos, vous allez voir un arc-en-ciel. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Non. C'est clair comme de l'eau de roche? Aucun problème? On continue? Que tout le monde est là, c'est beau ça. Alors, donc maintenant on va parler du spectre d'émission. On n'en a pas trop parlé. En fait, vous par exemple, si je vous regarde avec des lunettes infrarouges, et en fait je vais vous voir. Pourquoi je vais vous voir? Parce que tout objet chauffé, du moment qu'un objet est chaud, cet objet il émet des rayons. Vous en ce moment, vous avez une température au niveau de la peau autour de 25 degrés, voire un peu plus, ça dépend de votre âge, etc. Ben, en fait, ça veut dire que vous émettez des infrarouges. Donc on n'est pas capable de les voir à l'œil nu, mais un animal peut très bien le voir. Comme une chouette, vous verrez dans la nuit. Et une caméra infrarouge, c'est comme ça que ça marche. Une caméra qui est capable de voir un rayonnement électromagnétique invisible, qui est les infrarouges, qui est à votre température. Mais maintenant, si la température elle augmente, imaginons que vous prenez un bout de charbon dans votre barbecue. Votre bout de charbon, au début, il est noir. Il est noir, il a la température ambiante, il n'y a pas de problème, vous ne le voyez pas. Si vous commencez à faire chauffer ici avec du bois, etc., votre bout de charbon, il va monter en température. Et en montant en température, au début, il va commencer à émettre des infrarouges. Donc vous n'allez pas le voir, mais avec une caméra thermique, on la verrait, par exemple. Donc il va continuer à chauffer, et arrivé à un moment, il va commencer à devenir rouge. Ça veut dire qu'il va commencer, en fait, à émettre dans le visible. C'est-à-dire, les rayons qu'il va émettre, ils sont plus énergétiques, de plus en plus énergétiques. Plus vous chauffez, plus ce qu'il émet est énergétique. Donc concrètement, si je vous rappelle ce qu'on avait dit, nous, on est capable de voir ce qu'on appelle le visible, qui va du bleu au rouge. Avant ça, il y a les infrarouges, et au-delà de ça, il y a les UV, et puis les rayons gamma, etc. Et en dessous, il y a les infrarouges, les ondes radio, etc. Et ben en fait, lorsque vous allez faire chauffer votre objet, plus vous le faites chauffer, plus ça va se déplacer vers ici. Donc au début, ça va émettre des infrarouges, et plus vous allez chauffer, au début, on va avoir du rouge, du jaune, etc. Donc votre bout de charbon, là, il va passer par l'étape quasiment blanc à un moment donné. Et si on le fait chauffer encore plus fort, on peut même presque le faire devenir bleu. Et il va commencer aussi à émettre des UV. Vous pouvez très bien bronzer au bord du feu. Un feu peut vous faire bronzer. Il émet des ultraviolets aussi. C'est ça, théoriquement. Alors, en réalité, il va au-dessus d'une certaine température, il va carrément passer en gaz. Donc, il aura du mal à le faire devenir bleu. Mais un métal, par exemple, on pourrait, ça dépend des métaux, il y a des métaux qu'on pourrait presque potentiellement faire devenir bleu. D'accord? Parce qu'au-delà d'un certain moment, le métal, il bout, quoi. Et puis, il s'évapore. Et donc, ça, c'est vrai pour les objets solides. Les objets solides, en fait, parce que tout simplement, dedans, c'est plein de petits atomes, évidemment, c'est plein d'atomes. Et chacun de ces atomes, lorsque vous allez le faire chauffer, va vibrer. Mais vu que, pour simplifier la chose, vu que c'est un solide, c'est un peu le bordel là-dedans, ils peuvent bouger dans tous les sens, ces atomes. Ils peuvent aller pas dans ce sens-là, dans tous les sens, ils vont vibrer de plein de façons différentes. Comme chacun de ces atomes est un petit peu différent de ses voisins, ils sont pas tout à fait exactement sous la même position, ils sont pas entourés de la même façon, il y en a qui sur le bord, il y en a qui ont plein de copains, il y en a qui n'ont pas, etc. Et ben en fait, ils vont émettre tous les rayonnements possibles. Donc en réalité, par exemple, quand vous regardez un bout de charbon qui est plutôt blanc, en réalité, il émet pas que du blanc, il émet en fait un peu de rouge, un peu de vert, un peu de bleu, il émet un peu de tout. Donc il émet en pourcentage, par exemple, je sais pas moi, un certain pourcentage, en majorité du bleu, etc.,
majorité du orange avec un peu de bleu, un peu de rouge, etc. Ça, en gros, c'est le pourcentage, si vous voulez, des couleurs. D'accord? Alors ça, c'est vrai pour les solides. Donc un solide, lorsque vous le faites chauffer, bah, ce solide, il va toujours émettre un rayonnement qu'on appelle un rayonnement continu. Quand c'est un solide, ce qu'il faut que vous reteniez, quand c'est un solide, il émet ce qu'on appelle un spectre continu. C'est-à-dire qu'il émet toutes les couleurs. Alors, pas en même quantité, hein, forcément. Un spectre froid, enfin relativement froid, va émettre par exemple beaucoup d'infrarouge, beaucoup de rouge et quasiment pas de bleu. Un objet plus chaud va émettre plus de bleu et beaucoup moins de rouge. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous envoyez cette lumière, par exemple, dans un bout de prisme ou dans une gouttelette d'eau, bah, vous allez avoir un arc-en-ciel. D'accord, je vais noter arc-en-ciel, parce que je vais pas m'amuser à dessiner ça. Donner un arc-en-ciel, si vous voulez, qui contient toutes les couleurs. Donc un arc-en-ciel qui tire plus vers le bleu ou plus vers le rouge, mais ce sera un arc-en-ciel quand même. Donc là, c'est le cas des solides. Maintenant, il y a un autre type d'émission qui est l'émission qui est liée à des gaz. Donc, si vous prenez par exemple un tube, par exemple le tube néon qui est au-dessus de notre tête en salle de cours, le tube néon, en fait, on va mettre du gaz dedans. Donc on va avoir des petites particules sous forme gazeuse qui se baladent là-dedans. Lorsque vous allez faire chauffer le gaz, les particules, elles vont toutes réagir, si vous voulez, un peu de la même façon. Dans le sens où elles sont toutes à peu près identiques, elles sont toutes à peu près distantes l'une de l'autre, il n'y a pas d'histoire de liaison entre elles, elles ne sont pas liées entre elles, ce qui fait que elles vont toutes émettre le même type de rayonnement. Et chaque gaz a un type de rayonnement donné. C'est-à-dire que, au lieu d'émettre un arc-en-ciel, ils vont émettre juste quelques couleurs. Par exemple, ils vont émettre, je sais pas moi, un trait rouge, ou deux traits rouges par exemple, un trait bleu, à la fin du coup, il faut que je retrouve mon curseur, c'est pas pratique, je vois même pas qu'il est mon curseur. Je vais l'épaissir un peu, voilà. Vous allez avoir un trait bleu, un trait vert, un trait jaune, etc. Et si vous prenez un autre gaz et vous le faites chauffer, cet autre gaz, il peut très bien avoir en fait des traits différents. Il peut très bien avoir, par exemple, si on prend par exemple le sodium, on va avoir deux traits orange. D'accord? Et chaque gaz est différent et chaque gaz émet que ces raies-là. Et il n'en émet pas juste une ou deux, hein, il émet forcément toutes les raies en même temps. Donc si vous faites chauffer par exemple du mercure, vous obtenez ce type de spectre-là. Si vous faites chauffer du sodium, vous obtenez ce spectre-là. Là, j'en ai pas dans la salle et puis de toute façon vous voyez pas, mais hein, on peut faire ça pour chaque gaz. Mais ça c'est vrai que pour les gaz. Donc les gaz en fait ils émettent pas un arc-en-ciel, ils émettent un spectre de raies qui est dans le cours. On obtient un spectre de... Hop, pardon, on va se mettre en noir. Spectre de raies. Qui me parle? Pourquoi donc on appelle les lumières froides les lumières bleu-blanches et les lumières chaudes les lumières plus jaunes? Alors que les jaunes sont plus froides. Bah, en fait, tout simplement, ça c'est, si vous voulez, c'est une histoire de. Déjà, c'est de l'art plastique, c'est pas des sciences, et c'est surtout une histoire de ressenti. Simplement, pourquoi est-ce qu'on dit que le chaud est chaud et le rouge est une couleur chaude? Bah, tout simplement, dans la vie de tous les jours, ce qui est rouge, bah, c'est plutôt ce qui est chaud. Par exemple, le désert, c'est plutôt rougeâtre. Le soleil, c'est rouge. Le feu, c'est rouge. Donc, dans la vie de tous les jours, inconsciemment, on a tendance à dire que les objets rouges sont plutôt chauds. Et même, si vous faites chauffer un morceau de métal, s'il est rouge, vous savez qu'il ne faut pas y toucher, que c'est bouillant. D'accord? Par contre, le bleu, c'est plutôt lié à la glace, à l'eau, au froid. Mais c'est vraiment un ressenti. Il n'y a rien de scientifique derrière tout ça. Scientifiquement, ce qu'on peut juste dire, c'est qu'un objet chaud qui va tirer vers le bleu va être plus chaud qu'un objet froid. Un objet qui va être rouge. Typiquement, une étoile, spectre de Rayet, R-A-I-E-S. Sinon, c'est écrit là. Une étoile qui est bleue, elle sera beaucoup plus chaude qu'une étoile qui est rouge. D'accord, on va aller voir si Stellarium, je sais pas si je l'ai installé. Ouh, je vais faire un zoom crado là. On va regarder par exemple des étoiles. Alors, ça charge. Voilà, par exemple. Ouais, donc par exemple, on va se mettre ce soir.
Pourquoi c'est moche comme ça? Zut. Donc on te met cette nuit. On va regarder par exemple cette étoile là, Spica. Donc Spica, si vous zoomez dessus, c'est une étoile qui est plutôt bleutée. Je ne sais pas si on a la température. Non, on n'a pas la couleur, on n'a pas la température. Mais si vous regardez Spica par exemple, c'est une étoile qui est plutôt bleutée, donc elle est chaude. Par contre, si on va taper dans la constellation du Taureau par exemple, on va taper il est où le Taureau en ce moment? Le Taureau, il est pas là, il peut pas le vu encore alors là. On va zoomer arrière. Le Taureau. On va passer un petit peu. Et voilà le Taureau. Si on prend Aldébaran par exemple, on va zoomer dessus. Aldébaran, c'est une étoile qui est plutôt rougeâtre. Et comme elle est rougeâtre, sa température, elle sera beaucoup plus faible. Donc, par exemple, Aldébaran, c'est une géante rouge, elle va être relativement froide, que sa surface, elle va être autour de 3-4 000 degrés, d'accord? Et Spica, par exemple, c'est une naine bleue, et du coup, elle va avoir en fait une température de surface. Je suis pas sûr que ce soit une naine, mais en tout cas, c'est une étoile qui est chaude. Donc, comme celle-ci, par exemple, c'est une étoile qui est plutôt chaude, elles sont plutôt bleues, et là, on va taper sur des températures de l'ordre de 10 000 degrés. Vous voyez les messages, mais je ne vois pas les vôtres et je ne vous entends pas non plus. Bah, c'est mal parti, hein. Moi, je vois les messages. Tout le monde entend bien, tout le monde arrive à lire les messages, pas de souci. Ok. Bon, bah, Luna, au pire, si tu m'entends, il y aura la vidéo sur YouTube. Pareil Atakan, je pense que c'est un problème de connexion avec vous. Moi, visiblement, j'en ai pas trop. De toute façon, la vidéo, elle est enregistrée, la vidéo, elle est enregistrée et je la mets sur YouTube. Alors, je sais pas si je vais essayer de le faire après, ça mettra peut-être plus de temps que d'habitude, mais bon, ça devrait aller. Non, 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 on va pas. Je sais pas, c'est quoi, c'est 25 minutes. On va voir, à moins que vous ayez des questions. Ça dépend si vous avez des questions ou pas. Alors, je voulais juste du coup. Ah oui, alors, attendez. La chose importante que j'ai oublié de vous dire. Tac. Donc, on se voit. Oh, bah super, ça a bugué. Le truc là, depuis qu'ils l'ont mis à jour, c'est encore pire qu'avant. Donc, on se voit mardi. Mardi, on sera le 19, si je dis pas de bêtises. Mardi 19. Donc, mardi 19, il y a DS sur chapitre 4, 5 et surtout 6. Donc chapitre 4 et 5, c'est sur le son. Et chapitre 6, c'est celui qu'on vient de faire sur la lumière. Donc de la lumière, il y a des cartes et il y aura les spectres. Mais surtout des cartes. D'accord? Surtout celui-là. Surtout des cartes. Ce DS, ça sera sur Moodle, mais on le fera... attendez. Je suis pas sûr que... au niveau du confinement, etc., j'ai pas envie de garder... si on est confiné pendant un mois, je vais pas garder vos copies un mois à la maison. Donc on va faire ça sur Moodle. Et donc, on va faire ça sur Moodle. Donc, j'ai besoin des PC. Mardi, vous venez avec vos PC rechargés. D'accord? Au pire, j'en aurai quelques-uns d'avance. C'est noté. Donc, mardi 19, visio. Ah, pas visio, contrôle. Yes. En attendant, vous avez sur Moodle un micro DS bonus pour vous entraîner. Ça ne comptera évidemment, comme d'habitude, que si jamais c'est bon pour pour votre moyenne. Bon pour la santé aussi. Donc, vous avez un micro bonus d'entraînement qui est sur Moodle et normalement il va être dispo ce soir, je crois, ou demain matin. Euh, sur Moodle aussi. Voilà, il y est peut-être déjà, ouais, je sais pas s'il y était. Donc, il y a un micro, il y a juste 3 ou 4 questions pour vous entraîner, pour vous montrer un peu le type de questions que je peux vous demander dans le gros DS. Le DS, il durera 45 minutes, comme la dernière fois, histoire que vous ayez le temps de vous connecter, etc. D'accord? Pour être sûr que vous ayez le temps, parce que le cours, normalement, il dure 55 minutes.
le temps que vous arriviez, que vous installiez, que vous sortiez l'ordinateur, etc., maximum 45. Le micro DS, il dure 30 minutes. Et vous pouvez la faire 2 fois, le micro DS. Vous pouvez le faire, je crois, jusqu'à lundi, le micro DS. D'accord? Donc, le micro DS, c'est jusqu'à lundi. Et vous avez 2 tentatives. Donc, on prendra la meilleure des deux. D'accord? C'est juste de la. En gros, c'est voilà, c'est pour vous entraîner un peu. Par contre, évidemment, le DS de mardi, vous n'aurez pas 2 tentatives. Comment ça, il fonctionne pas pour toi? Jamais erreur. Bah ça, il faut que tu envoies vite un mail alors à Madame Villers. Elle regarde ça, ou alors à la visco. Faut que je lui dise, t'es à tout prix en Sally-Lorraine. Faut qu'il règle ça à tout prix, quoi. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le contrôle du coup qu'on fait ou pas? Qu'on va faire du coup, c'est sûr. Que même si on est confiné, on le fera quand même. Alors, donc, pour résumer, hein, enfin juste un petit exo. Ça, c'est un type d'exo que je peux vous poser. Alors, sauf que moi, bah, évidemment, vous me connaissez, je suis un peu vicelard, je vais vous mettre un petit peu de calcul quand même. Donc là, c'est un exo du livre. On va mettre une nouvelle page. Comment on fait pour piéger? Je sais plus c'est où. On fait pas là. Il n'y a pas un truc. Non. Ah, c'est bureau. Ça fait comme ça. Alors, le micro, c'est jusqu'à lundi. Le gros contrôle, on le fera ensemble mardi. Voilà. Je vais juste faire le petit exercice là pour terminer. Vous compreniez un peu le type d'exercice. Donc là, on vous dit que, bah, je vous laisse lire. Donc un pêcheur, etc. Alors, c'est bon? Tout le monde a lu? C'est page 42, page bonne question. 282, si vous voulez le faire. Mais bon, on va le faire ensemble, donc pas forcément que tu aies besoin. C'est le 42, page 282. Donc, imaginons que vous êtes à la pêche. En fait, le poisson, vous, le poisson, il est là. En fait, le rayon lumineux, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas aller en ligne droite depuis votre œil. Puisque vu qu'il va de l'eau à l'air, en fait, ce qui va se passer, c'est que le rayon lumineux, il va être dévié. Concrètement, vous, le poisson, vous le voyez là, hein, l'impression que vous avez votre œil, il va pas de lui-même se dire, bah tiens, le poisson, le rayon il est dévié, donc le poisson il est là. En réalité, ce que votre cerveau il pense, c'est que la lumière elle va en ligne droite. Donc en réalité, le poisson, vous avez l'impression qu'il est ici. C'est dessiner un poisson. Là, le talent. Ici, voilà, votre poisson, vous avez l'impression qu'il est ici. C'est ce que vous pensez voir. C'est ce qu'on appelle la position apparente. Et en réalité, le poisson, il est un peu plus bas. Parce que la lumière, elle va pas en ligne droite, elle est déviée. Et donc, vous doutez bien que dans le DS, par exemple, ben, comme je suis pas gentil, je vous dirais, bah, calculez l'angle ici, connaissant l'angle ici, par exemple. Ou l'angle là. Parce que vous savez très bien que j'aime bien jouer sur les angles. D'accord? Donc votre cerveau, en fait, il réfléchit pas à votre cerveau. Il sait très bien que pour lui, la lumière, elle va en ligne droite. Donc votre cerveau, pour lui, il assimile le poisson comme étant ici. Et en réalité, il n'est pas ici, il est là. Et ben ça, même les ours, ils le savent. Les ours, ils tapent jamais sur le poisson, ils tapent toujours un petit peu avant. Avec l'habitude, ils savent très bien que quand ils chassent, quand le poisson, il est là, il le voit là, l'ours. Ah, je vais faire un ours. Attendez, je vais faire un ours. Une tête d'ours. Oula. Ouais, bah avec une tête, c'est pas compliqué, c'est pas évident avec une. Voilà, un ours qui est pas content. L'ours, il va être le poisson, il va le voir là, mais en fait, en réalité, il sait très bien que le poisson, il est pas là, il est un peu avant, il est là. Il est avant parce qu'en fait, les rayons lumineux sont déviés, d'accord? Et du coup, il va taper avant qu'il voit réellement l'ours.
Ouais, bon, c'est un peu galère la connexion. Je sais pas si c'est moi ou si c'est vous, mais bon, ça a pas l'air de déconner. Donc, question A, schématiser le pêcheur, le poisson rouge et la surface de séparation, etc. Euh, et donc là, moi, je l'ai fait sur le dessin, mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Le pêcheur voit-il le poisson dans sa direction où s'il trouve réellement? Non. Le poisson n'est pas, on ne le voit pas à l'endroit où il est réellement. Il est un petit peu penché. Il est un peu plus loin. Pas avant, pardon, le poisson. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un exo type N1 sinus 1 égale N2 sinus 2 avec des calculs pour terminer? Ok. Alors. Oh là là, il a dit oui, 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 oui. Bon, on fait juste ça pour terminer. Alors, imaginons qu'on ait une. On va passer ici, par exemple, de l'air à de l'eau. D'accord? On envoie un rayon qui va de là à là et qui est dévié. Ensuite, alors je vais mettre en jaune ici la verticale. D'accord? Juste la déplacer un petit peu. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est celui-là. Hop là. Voilà. Et je vous dis, donc, l'indice de l'eau NO égale 1,33. L'indice de l'air NR égale 1. Ici, je voudrais quel est l'angle là, sachant que l'angle là, il vaut 35 degrés. Ouais, mais ça a l'air de se calmer un peu. Enfin, le vent souffle, mais la neige a l'air de se calmer un peu. De toute façon, puis il y a la vidéo sur YouTube qui sera sur YouTube plus tard. Et je vous laisse réfléchir. Trouvez-moi la valeur de cet angle-là. Bah, N1, c'est d'où tu viens. La lumière, elle était ici, elle vient de là. Donc, si la lumière, elle vient de là, N1, c'est forcément le premier dans lequel tu étais, donc c'est celui-là. C'est N1, et ça va être du coup N2. C'est l'indice dans lequel tu vas. Et du coup, ça, c'est I2. I2. Je vous trouve la musique des chiffres et des lettres pour voir si vous. Alors, pendant que vous cherchez, je vous mets la pression. Ah, moi, je l'ai même pas. Zut, je trouve pas. Bon, je vous mets le générique. Je sais pas si ça va marcher. Non. Écoutez votre musique en arrière-plan. Bah, c'est pas de l'à peu près, moi, je veux. Ouais, mais là, c'est pas bon, Clément. Faut pas mettre d'erreur, tant de chiffres. Enfin, théoriquement. Vous n'avez pas connu les chiffres et les lettres, je suis sûr. Vous n'avez pas connu les chiffres et les lettres, vous êtes trop jeune. Il faut que je mette 1,00 là. Aïe, 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 aïe. Cette génération qui n'a pas connu les chiffres et les lettres. Allez, go. Alors, on résout ça ensemble. Donc, on a N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. C'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. N1, c'est l'indice dans lequel on était. Donc, c'est 1,00 fois sinus de l'angle I1. I1, il est ici. Sinus I1, et ça, c'est ce qu'on cherche, égale N2. N2, c'est l'indice dans lequel on va, pardon, c'est donc l'eau, fois sinus de I2.
Et I2, pardon, on va le remplacer tout de suite pour aller plus vite, il vaut 35. Donc du coup, j'en conclus que sinus I1, c'est 1,33 fois sinus 35 sur 1, mais on est d'accord qu'on peut s'en passer, du diviser par 1. Et du coup, on peut dire, alors on n'a pas le droit de mettre égal, on met une flèche, donc I1 est égal à sinus moins 1 de 1,33 fois sinus 35. Donc on va faire le calcul. Sinus moins 1 de 1,33 fois sinus pardon, je me trompe, fois sinus 35 et on trouve 49,71 degrés. 72 degrés. Et là, vous m'avez tous dit ça, mais ce n'est pas la bonne réponse. Parce que moi, je vous demandais l'angle ici. Et l'angle ici, c'est pas I1, c'est 90 moins I1. Donc l'angle X ici, X, il est égal à 90 moins I1. Ça fait donc 90 moins 49,71 et on trouve 40,28 degrés. 40,3 degrés, quoi. Ou 40 degrés environ, parce qu'en fait, on a que deux chiffres significatifs. Mais ici, je vous ai donné que deux chiffres significatifs, 3 et 5. Bon, résultat, il peut avoir que deux chiffres, donc 4 et 0. Et vous êtes tous tombés dans le piège. Donc, le jour du contrôle, faites attention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez encore faire des exos ou est-ce que c'est clair pour vous? C'est bon, vous le sentez bien là pour le contrôle? Bon, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me recontacter. Vous me renvoyez un message, etc. Moi, je vous envoie juste là, je raccroche et puis je vous envoie le cours en version PDF complété totalement et je vous mets la vidéo sur YouTube. En gros, voilà. En gros, je résume. Ce qu'il faut savoir sur le chapitre 4 et 5, c'est le son, savoir qu'on est capable d'entendre entre 20 et 20 000, savoir qu'une note aiguë, la fréquence est plus élevée qu'une note grave, savoir qu'une guitare et une flûte pour la même note n'ont pas le même timbre, mais peut dire grand-chose de plus. Savoir que le son, ça se déplace à 340 mètres secondes, par exemple. Comprendre le principe de l'échographie qu'on a déjà fait. Et pour la partie sur le chapitre 6, il faut juste savoir d'une part la loi de Descartes, donc N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Savoir ensuite que la lumière, en fait, c'est un mélange des ondes électromagnétiques qui, par exemple, pour la lumière blanche, c'est la somme de toutes les couleurs. Et que chaque couleur a une longueur d'onde et que chaque longueur d'onde va être déviée différemment lorsqu'elle subit la loi de Descartes, que l'indice il varie un tout petit peu avec la couleur. Ce qui fait que vous allez pouvoir créer des arcs-en-ciel, etc. avec de la lumière blanche, par exemple. Et dernière chose à savoir que un objet chauffé, si c'est un solide chauffé, il va émettre un spectre continu, un arc-en-ciel complet. Et un gaz chauffé, par exemple, lui, ne va pas émettre un spectre continu, il va juste émettre des traits, qu'on appelle des raies, qui correspondent exactement toujours le même gaz. Donc c'est vachement intéressant ça, parce que quand vous regardez une étoile, il y a des milliards d'années-lumière de nous, si on regarde les couleurs qu'elle émet, ou plutôt les couleurs qu'elle absorbe, on peut trouver sa composition, juste en la regardant. Que vous vous doutez bien qu'on n'a pas envoyé des sondes sur toutes les étoiles du monde. D'accord? Déjà sur le Soleil, on n'y arrive déjà pas, alors avant d'envoyer des sondes sur les autres étoiles, en fait, les autres étoiles, on les regarde juste. Et à partir de la lumière qu'on reçoit, on peut trouver leur vitesse, on peut trouver leur température, on peut trouver leur composition, juste en les regardant. Et c'est comme ça qu'on sait, par exemple, que le Soleil a tant de pourcents de gaz, etc., etc., etc. Et pour toutes les étoiles, on fait pareil. Donc pour la température, c'est pas bien compliqué, on regarde sa couleur, en gros. Plus elle est bleue, plus elle est chaude, plus elle est froide, plus elle est rouge. D'accord? Et vous verrez l'année prochaine ce qu'on appelle la loi de Wien qui permet de calculer au degré près cette température. Et pour la composition, en fait, on regarde les raies. Mais on regarde les raies d'émission, on regarde ce qu'on appelle les raies d'absorption. On ne va pas aller plus loin que ça, parce que c'est plus au programme. Est-ce qu'il y a des questions?
Ok. Bon, bah du coup, je vous libère. Je suis en train de me dire oui. Il y aura des petits calculs, ouais. Il faudra une calculatrice et puis un brouillon pour mardi. Oui. Des petits calculs, évidemment, je vous demanderai pas la démo, je vous demanderai juste le résultat, par exemple. Rouge. Oui, donc j'ai vu avec votre prof d'SVT ce matin, lui, il vous prendra à 3 heures jeudi, enfin, pas cette semaine, mais celle d'après. Il vous leur dira. Et puis sinon, on doit faire une vision, on la fera à 2 heures. Potentiellement, oui, bah c'est ça. Oui, par exemple, Hugo, oui, par exemple, bah, ce qu'on vient de faire là. Justement, de trouver la valeur d'un angle. Et donc vous, bah, vous prenez votre brouillon, faites le calcul, puis vous me rentrez la valeur que vous avez trouvée à la fin. Exactement ce qu'on vient de faire. Ok, donc on se retrouve quelle journée? Mardi prochain. Tout va bien pour la visio, le contrôle. Et dans tous les cas, de toute façon, vous l'aurez quand même.